Qassain Salami, commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, se tient à la tribune en uniforme militaire et parle de la dignité du peuple iranien. Et voici comment vit son entourage. Les généraux, leurs fils, leurs filles, qu'on appelle en persan Akzedé, les princes du régime, vivent exactement cette vie occidentale que leurs pères maudissent chaque matin depuis les tribunes. Et voici la question pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. Les généraux iraniens se soucient-ils de leur pays ou seulement d'eux-mêmes ? Eh bien, commençons par Page à Louis. Le plus grand scandale du millénaire. L'histoire d'aujourd'hui, nous l'appellerons 28 jours qui ont ébranlé le monde. Et cela alors même que nous ne connaissons pas encore la plupart des détails. Alors, revenons à la victoire de Trump, 45e président, en 2016. Le 9 décembre de cette même année, 2016, il reste 42 jours avant l'investiture de Donald Trump. À la Maison-Blanche, un cercle restreint se réunit dans la salle des sanctions. L'argent, le directeur du renseignement national James Clapper, le directeur de la CIA John Brennan, le directeur du FBI James Comey, la conseillère à la sécurité nationale Susan Rice, le secrétaire d'État John Kerry, la procureure générale Loretta Lynch. Barack Obama donne une instruction qui va déterminer la réalité politique américaine pour les 8 prochaines années. En 28 jours, en contournant la procédure standard du Conseil national du renseignement, Obama exige qu'il prépare une nouvelle évaluation différente de l'ingérence russe dans les élections, différente de ce que le renseignement avait découvert. Autrement dit, il exige qu'il mente, qu'il trompe, qu'il modifie. La Russie a tenté d'influencer les élections aux États-Unis, mais n'a pas aidé Trump. C'est ce qui était écrit activement par le Kremlin. Il a aidé Trump et l'a amené au pouvoir. Dans 30 jours, ce document sera posé sur la table du nouveau président élu Trump et déclenchera l'enquête de Mueller, 2 procédures de destitution et des milliards de dollars dépensés à chercher une collusion avec la Russie, de laquelle, comme nous le savons maintenant, il ne reste rien, même d'après le rapport du procureur Durham. Il s'est avéré que c'était absolument et totalement absurde, comme ça l'a été depuis le début. Ce sont ces 28 jours, ceux qui ont stoppé le développement de l'Amérique, nous ont plongés dans le chaos et ont failli faire de nous une république bananière. Mais analysons tout étape par étape et selon les faits. Qui est responsable de cela ? Qui en sera tenu responsable ? L'Amérique pourra-t-elle redevenir une grande nation après un tel choc ? Veuillez pendant un instant oublier si vous êtes pour ou contre Trump. Ce que j'aborde ici ne concerne pas Trump. Il s'agit d'un mécanisme qui est au-dessus de toute élection. Il s'agit de la raison pour laquelle les pères fondateurs de l'Amérique craignaient ce mécanisme interne plus que n'importe quel tyran venu de l'extérieur. Réfléchissons à ce qui s'est passé. Rien que des faits bruts. En juillet 2025, la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, a déclassifié un ensemble de documents liés à cette même évaluation de la communauté du renseignement du 6 janvier 2017. D'accord ? Avec un document confirmant que Poutine cherchait à aider Trump. Avec un document sur lequel reposait tout le récit de cette collusion russe. Les documents de Gabbard, combinés avec les revues méthodologiques auparavant classifiées du comité du renseignement, c'est-à-dire le comité du renseignement de la Chambre des représentants, préparé sous la direction de Devin Nunes, contiennent 3 affirmations. Chacune d'elles, si elle est se confirmer devant le tribunal, détruit le fondement de toutes les accusations portées contre Trump. Premièrement, jusqu'en décembre 2016, la communauté du renseignement évaluait unanimement que la Russie ne possédait pas le potentiel cybernétique pour manipuler les résultats des élections. C'est-à-dire que même si elle avait voulu le faire, elle n'aurait pas pu. Et deuxièmement, la Russie probablement n'a pas tenté d'influencer les élections par des moyens cybernétiques. Cela a été consigné dans le point du rapport quotidien du président, préparé quand ? Le 8 décembre, c'est-à-dire, c'est exactement ce dont nous venons de parler. Deuxièmement, ce point a été retiré.
Avant la remise à Trump, ils l'ont juste pris, rayé, retiré, oublié, supprimé, peu importe comment ils appellent ça. Troisièmement, en 30 jours, la ligne analytique ça a été complètement inversée. C'est-à-dire que le renseignement a rapporté une chose. Le renseignement, donc, tous ensemble, tous les services de renseignement des États-Unis étaient unanimes. Il n'y avait rien. Et maintenant, je vous promets que je vais vous raconter ce dont les médias traditionnels, la presse grand public, ont soigneusement gardé le silence. Ce n'est pas une supposition, ni une théorie du complot. C'est consigné dans un rapport des services de renseignement. Pas d'un seul service, mais de plusieurs services de renseignement, signés par des analystes professionnels de la communauté du renseignement. Un dossier a été joint à l'évaluation officielle du renseignement des États-Unis, celui de Steele. C'est-à-dire que, soi-disant, l'enquête est en réalité un mensonge, financé par l'équipe de campagne d'Hillary Clinton. Eh bien, une fiction et un mensonge rassemblés ensemble. Le FBI lui-même l'a reconnu, eh bien, comme ils l'ont écrit, non vérifié. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas écrit que c'était faux, juste non vérifié. Eh bien, ils ont pu vérifier et c'est tout. C'est joint, contrairement aux avis directs des analystes professionnels. C'est la première chose. Voici la deuxième chose, selon moi, encore plus importante. L'avis particulier de l'Agence nationale de sécurité. L'avis particulier du seul organisme techniquement capable de vérifier la conclusion sur les intentions du Kremlin. Parce que c'est précisément cet organisme qui s'occupe de l'interception des signaux. Comme c'est écrit là, cet avis a été, disons, atténué. La NSA a attribué à la conclusion clé concernant les préférences de Poutine, c'est-à-dire de Poutine envers Trump, un niveau de confiance modéré. C'est-à-dire, en fait, nous ne sommes absolument pas sûrs de cela. Réfléchissez-y. La seule agence techniquement capable de connaître la réponse n'était pas sûre. Le dossier d'opposition, payé par la partie perdante, a été joint à l'évaluation officielle contre la volonté de ses auteurs. Comme nous l'avons découvert par la suite, ni la source, donc, comment il s'appelle, Diechenko, je crois, oui, Steele, n'avait pas la moindre idée de la façon dont cela allait être utilisé, on leur a juste demandé de faire quelque chose, eh bien, de mentir, d'inventer n'importe quoi. Ils ont dit, d'accord, ils ont inventé n'importe quoi, ils l'ont soumis. Puis ils ont dit, une seconde, nous n'avons jamais imaginé que cela irait aussi haut, maintenant on va nous punir pour ça, mais personne ne les a punis pour ça. Tout cela en 28 jours, en contournant la procédure standard, sur ordre direct du président sortant qui, voit Trump. Devinez, indice, il déteste, et pour la suite, imaginez vous-même. Pourquoi est-ce plus important que le débat démocrate contre républicain ? C'est ici que commence l'essentiel, la raison même pour laquelle, comme on dit, je compose ce discours. Andrew Golambus, astrophysicien, fondateur de Free Enterprise Institute à Los Angeles, dans ses conférences sur Volitional Science, a formulé ce que les pères fondateurs américains savaient intuitivement. Mais ils n'ont pas eu le temps de l'intégrer dans la Constitution. L'État, disait Antil, n'est pas un arbitre neutre qui protège la liberté sans raison. C'est un appareil qui, ayant obtenu le monopole de la contrainte, de la force, des armes, commence inévitablement à l'utiliser contre la liberté. Décembre 2016. Ce n'est pas un complot des démocrates contre les républicains. Non, les structures. Naturellement, c'est bien plus sérieux que cela. Ce sont les services de renseignement de la société, les polices secrètes, toutes sortes d'appareils sécuritaires. Oh, ces appareils sécuritaires qui existent sans des restrictions procédurales strictes ou dures, comme on dirait mieux en russe, se transforment d'un simple instrument en un véritable acteur. Ils n'aident plus, ils n'arrêtent plus, n'est-ce pas ? Maintenant, ils jouent leur propre jeu. Et peu importe qui est au pouvoir, peu importe à qui cet appareil, comme on dit, aide à faire élire ou à faire battre. Ce qui importe, c'est que quelques personnes dans une pièce ont eu la possibilité de choisir quelle version de la réalité parviendront à des millions de citoyens ayant déjà voté. Eh bien, c'est comme en Russie où l'on a choisi Poutine, n'est-ce pas ? 3 personnes décidaient qui le peuple serait autorisé à élire. Donc Tatiana Tchaïtchenko, c'est la fille d'Eltsine, Valentine Youmachov et, là je ne me souviens plus, c'était soit Berezovski, soit Tchoubaïev, non ? Les versions divergent.
Je m'embrouille un peu. Les 2 premiers, c'est sûr, mais pour le 3e, je ne me souviens plus. Donc 8 personnes réunies par Obama dans la salle de crise n'auraient pas voulu que quelqu'un fasse ça au président qu'ils avaient choisi eux-mêmes. Mais ils l'ont fait à celui qui avait été choisi par d'autres, c'est-à-dire par le pays. Il y aura bien sûr des objections, des contre-arguments, et je me dois de les exprimer. Le rapport bipartisan du comité sénatorial du renseignement, volume 5, publié en 2020, je crois en août, signé entre autres par le sénateur de l'époque Marco Rubio, a confirmé le fait des opérations d'influence russe. Le piratage des serveurs du Comité national démocrate, les fuites via Wikileaks, ce n'est pas une invention. La Russie a réellement mené une opération d'information, une opération fonctionnelle contre les élections américaines, contre les capitalistes. Mais entre le fait que la Russie ait mené des opérations d'influence et que Poutine ait personnellement choisi Trump comme président des États-Unis, je dirais qu'il y a un certain fossé. Le premier est un fait opérationnel. Le second, c'est une attribution psychologique qui nécessite des preuves. Il n'y en avait pas à l'époque et il n'y en a toujours pas aujourd'hui. C'est précisément ce fossé qu'Obama a forcé les services de renseignement à franchir en 28 jours. Eh bien, et ensuite vous allez me demander ce qui s'est passé, n'est-ce pas? L'affaire a été envoyée au ministère de la Justice. L'ancienne procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, a réuni un grand jury pour enquêter sur les actions de Brennan, Comey et d'autres. Le bureau d'Obama a immédiatement publié, donc en réalité, un démenti public très rare, sans réfuter, remarquez-le, un seul document, fait ou argument concret. Nous verrons comment cela se terminera. Mais retenez une chose. Si l'Amérique parvient à mener cette enquête honnêtement, non pas comme une vengeance partisane, mais comme un audit procédural de ce qui s'est passé avec ses propres services de renseignement en décembre 2016, alors nous aurons un précédent que nous n'avons jamais eu auparavant. Quel précédent, messieurs? Cela peut vous sembler anodin. Croyez-moi, ce n'est pas anodin. Un précédent de mise en cause de l'appareil. La nomenclatura de l'état profond. À rendre des comptes aux citoyens, cela n'est jamais arrivé. Jamais. Ce ne sera pas une victoire des républicains sur les démocrates. Ce sera une victoire de la République sur l'appareil. Si l'enquête est étouffée, ou si elle devient un simple spectacle, oui, nous revivrons encore une fois décembre 2016, puis la fois suivante aussi. Avec d'autres noms, une autre cible. Jusqu'à ce que l'idée même des élections ne devienne qu'un simple décor. Et ce seront soit 3 personnes, comme en Russie, soit 8 comme en Amérique, qui décideront. Des gens, qui se sont réunis dans un bureau calme, charmant, paisible, merveilleux. C'est pourquoi je vous demande 3 choses. Premièrement, lisez les documents vous-même. Gabbard les a déclassifiés et publiés sur Internet. Ne croyez ni moi, ni CNN, ni Fox. Ouvrez l'examen méthodologique et lisez-le page par page. Il est écrit en anglais. Premièrement, la langue est accessible à toute personne instruite. Deuxièmement, aujourd'hui, l'IA et Google traduisent cela facilement. Deuxièmement, racontez cette histoire à ceux qui sont convaincus que tout cela a déjà été réfuté depuis longtemps. Mais ne brandissez pas de documents. Et troisièmement, si ce sujet est important pour vous, soutenez nos projets tels que Science of Freedom et Camerton.global. Nous faisons ce que les médias traditionnels ne font pas. Nous apprenons aux gens à penser par eux-mêmes, parce que c'est ça le plus important. C'est justement ce qu'ils essaient de désapprendre à nos enfants à l'école et à l'université. Nous apprenons aux gens à voir la structure là où les autres ne montrent que des visages, dans un monde où l'appareil l'emporte sur le citoyen, où l'appareil a toujours vaincu le citoyen. La seule protection, c'est une personne instruite, capable de porter son propre jugement. Hillel, mon héros préféré si vous le connaissez, 100 ans avant la naissance du Christ, a prononcé quelques phrases qui nous sont parvenues. Si ce n'est pas moi pour moi-même, alors qui le sera? Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Mesdames et messieurs, si ce n'est pas vous, alors qui? Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Aujourd'hui, cela signifie une chose simple. Si nous ne lisons pas les documents, personne ne les lira à notre place. Le régime iranien, ce n'est pas l'Iran. Le CGRI, ce n'est pas une armée, c'est un business.
Le CGRI, souvenez-vous du chiffre de 40%, c'est le pourcentage de l'économie iranienne que, selon différentes estimations, le CGRI contrôle. Ce n'est plus une armée, c'est un empire commercial en uniforme militaire. Leur géant du bâtiment, Khatam Al-Anbiya, construit des routes, des gazoducs et des barrages et décroche des contrats de plusieurs milliards, sans appel d'offres, du tout. Ils détiennent des parts dans des banques, ils ont acheté l'opérateur Télécom National pour des milliards, ils sont dans la pétrochimie, l'industrie automobile, les ports, les télécommunications. Et surtout, ils contrôlent la contrebande. Pétrole, contournement des sanctions, devises, armes, drogue. Chaque nouvelle sanction. La pression des sanctions les rend plus riches et l'ouvrier iranien plus pauvre. C'est la loi. Salami, Kahani, leurs généraux sont millionnaires en dollars, voire milliardaires. Leurs familles vivent à Dubaï, à Istanbul, à Toronto, à Londres. Et maintenant, la question suivante. À quoi dépensent-ils cet argent? Leurs guerres ne sont pas pour l'Iran. Depuis 2011, le CGRI a dépensé des dizaines de milliards de dollars. Pourquoi faire? Pour améliorer la vie de leurs concitoyens? Non, absolument pas. Pour des guerres en dehors de l'Iran. En Syrie, ils ont sauvé Bachar el-Assad au prix d'un demi-million de vies syriennes. En Irak, ils entretiennent des milices chiites, une armée parallèle. Au Liban, ils financent Hezbollah avec de l'argent, des armes et des spécialistes. Au Yémen, ils fournissent des missiles aux Houthis. À Gaza, ils finançaient le Hamas jusqu'au 7 octobre 2023 et ils financent ceux qui restent aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe en Iran pendant ce temps? Le rial iranien, leur monnaie, en 2010, c'était 30 000 rials pour $1. Aujourd'hui, c'est 1 million de rials pour $1. En réalité, c'est déjà plus. Les économies de toute une génération sont parties en fumée. Le chômage des jeunes dépasse 25%. Des sécheresses. Ils ont gaspillé les réservoirs d'eau. Ils ont coupé l'électricité. Des millions d'Iraniens instruits, des scientifiques, des ingénieurs, des médecins fuient. Ce n'est pas une fuite des cerveaux, c'est un exode massif. Demandez à un ouvrier à Ispahan s'il voudrait que ses impôts servent à acheter des missiles pour le Hezbollah. Non. Il ne le voudrait pas. À présent, voici la partie la plus difficile. Retenez bien ce que je vais dire, c'est la réponse à la question. Se soucient-ils de leur peuple? Ils tirent sur leur propre peuple. 2009, le mouvement vert. Des centaines de milliers de personnes dans les rues de Téhéran, les gardiens de la révolution et le Basij tirent à bout portant, arrêtent et torturent. 2017-2018, des protestations économiques dans des dizaines de villes réprimées. Novembre 2019. Des protestations contre la hausse de l'essence. Le régime coupe l'Internet pour cacher la situation. D'après Reuters et des défenseurs des droits humains, plus de 1500 personnes ont été tuées en une semaine. Année 2022. Mahsa Amini, une jeune kurde de 22 ans, meurt entre les mains de la police des mœurs pour avoir mal porté son hijab. L'Iran explose. Le slogan Zan Zendegi Azadi signifie « Femme, vie, liberté ». 500 personnes tuées, dont des enfants. Environ 20 000 arrestations, des exécutions publiques de manifestants pendus à des grues de chantier. Ils y restaient pendus pendant des jours. Pour que les autres voient. Et qu'ils aient tant peur, ce ne sont pas les actes de gens qui protègent leur peuple. Ce sont les actes de gens qui se protègent de leur propre peuple. Souvenez-vous de cette phrase. C'est la clé de tout ce qui se passe en Iran. Que veut vraiment le peuple iranien? Et voici le tournant pour lequel je fais justement cette vidéo. Il existe une étude indépendante néerlando-iranienne menée par Gaman qui réalise de tels sondages anonymes à l'intérieur de l'Iran. Et voici ce qu'il constate année après année. 80% des Iraniens veulent la séparation de la religion et de l'État. Au moins 70% sont contre le hijab. La plupart veulent des relations normales avec les États-Unis et Israël. Ils veulent des relations normales avec le monde en général. La plupart sont opposés au programme nucléaire à des fins militaires. Les Iraniens sont une civilisation très ancienne.
Ferdoussi, Hafiz, Saadi, des savants, des médecins, des ingénieurs, un peuple qui a offert au monde les échecs, l'algèbre, et le premier décret de l'histoire sur la liberté de religion. Cyrus le Grand, il y a 2500 ans. Le meilleur ami des Juifs d'ailleurs. Ce peuple, les Farsis, les Perses, ne veut pas ce que font ses gouvernements. Mais le peuple est pris en otage par ces mollahs. L'Iran et le régime iranien, ce sont deux choses différentes. Des concepts du peuple, qui vivent simplement sur la même terre. Le principe de Galambas. Andrew Galambas, le fondateur de la science de la volonté, que j'ai déjà mentionné, a découvert une loi qui explique tout ce que je viens de raconter. Les systèmes coercitifs de l'État, fondés sur la violence plutôt que sur un contrat volontaire, se comportent de manière prévisible. Ceux qui contrôlent l'appareil de coercition commencent par s'assurer leur propre confort et celui de leur famille, puis, dans un second temps, construisent une couverture idéologique qui justifie leur position. Et ce n'est qu'en troisième lieu qu'ils font parfois quelque chose pour le pays. Le régime iranien est tout simplement un exemple classique de cette loi. L'islamisme chiite, l'exportation de la révolution, mort à l'Amérique, mort à Israël, ce ne sont pas des objectifs en soi. C'est un vernis de légitimité, en dessous il y a l'enrichissement personnel et la préservation du pouvoir. Et rien de plus. Rien de plus. Le grand Hillel a dit en peu de mots « Ne fais pas à ton prochain ce que tu détestes toi-même ». Les généraux iraniens font à leur peuple exactement ce qu'ils ne voudraient pas qu'on leur fasse. Et ils appellent cela, vous l'avez deviné, la défense de la nation. Et maintenant, pourquoi suis-je quand même optimiste ? Chaque tyrannie ne tient pas du tout comme on vous l'a dit, elle ne tient pas par la force des baïonnettes. Elle tient sur la foi de ses exécutants en son bien fondé. Quand les exécutants n'y croient plus, la tyrannie tombe en quelques jours. L'Union soviétique, l'Allemagne de l'Est, Ceausescu en Roumanie, tous se sont effondrés dès que l'appareil a cessé d'y croire, a cessé d'être convaincu. Et le régime iranien ne croit déjà plus en lui-même. Leurs propres enfants vivent au Canada. Leur argent est à Dubaï. Leurs généraux transfèrent des actifs. Ce n'est pas le comportement de gens prêts à mourir pour une idée. C'est le comportement de gens qui préparent leurs valises. Et en bas, il y a toute une nation, ancienne, instruite, éduquée, qui se souvient de ce qu'est c'est la liberté. La jeunesse qui n'a pas d'illusions. Les femmes qui ont prouvé en 1922 qu'elles sortiraient sous les balles. Le peuple iranien se libérera. Pas demain. Peut-être pas cette année. Mais il le fera. Et quand cela arrivera, le Moyen-Orient changera à jamais. Sans le Hezbollah, sans les Houthis, sans des milliards pour le Hamas. Avec des cerveaux de retour, avec une économie restaurée, avec des millions d'Iraniens qui cesseront d'être des otages. Et notre tâche ici, dans le monde libre, n'est pas de remplacer leur libération par nos invasions. Ne pas construire leur démocratie avec nos baïonnettes, mais soutenir ceux qui sont à l'intérieur. Avec un Internet libre, la vérité, des émissions. Avec cette même vidéo que vous regardez en ce moment. 3 actions. Faites 3 choses aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense que le régime, c'est le peuple. Ce n'est pas le cas. Ça ne l'a jamais été. Deuxièmement, allez sur la chaîne Feuille de route vers la liberté. Là-bas, il parle de ce dont les grands médias se taisent. Troisièmement, et c'est le plus important, souvenez-vous-en et transmettez-le. Les Iraniens sont nos alliés, les mollahs, nos ennemis. La liberté n'est pas un cadeau, c'est un droit. Le peuple iranien y a autant droit que nous, et il l'obtiendra. À la prochaine émission.